Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus ici dans notre studio de l'IH2EF pour un nouveau numéro de votre émission Au Périscope. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau numéro qui sera consacré au management au sein du système éducatif. Vous aurez bien sûr, comme pour chaque émission, la possibilité d'interagir avec nos intervenants via la plateforme X avec le hashtag Au Périscope et puis bien sûr réagir à l'émission dans sa globalité avant la prochaine diffusion. Justement, nos intervenants, je vais les présenter à présent, à commencer par vous, Romain Tory, vous êtes responsable de la mission de la formation des personnels d'encadrement. Merci d'être avec nous. À votre droite, Catherine Wavran, vous êtes chef d'établissement du lycée des métiers Marie-Laurencin à Riom, dans l'académie de Clermont. Merci d'être avec nous également. En face de moi, Jérôme Méric, vous êtes professeur des universités à l'IAE de Poitiers et par ailleurs président de la Société française de management. Merci d'être avec nous. Et enfin, à ma gauche, Vincent Michaud, vous êtes directeur territorial de Canopé Nouvelle-Aquitaine. Merci d'être avec nous. Comme pour chaque émission, nous aurons donc deux parties. Une première consacrée aux enjeux de la mission de manager au sein du système éducatif et une seconde à des exemples terrain. On va donc commencer par cette première partie consacrée aux enjeux avec vous, Romain Tory. Une première question peut-être sur ce terme de management. Comment est-il utilisé aujourd'hui dans la fonction publique et quelles sont ses spécificités au sein de l'éducation nationale ? Alors, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, avant de rentrer dans le management dans le système éducatif, je souhaitais évoquer le spectre plus large de l'interministériel, puisque évidemment le ministère de l'Éducation nationale, aussi important soit-il de par ses effectifs et ses missions, évolue dans le cadre plus général de la fonction publique. Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'on a une dynamique aujourd'hui autour de l'utilisation de ce terme de management. Si on prend par exemple la DGAFP, la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, elle en a fait une priorité en matière de formation des encadrants. Il y a une priorité dans son schéma directeur de la formation qui est de consolider la fonction et les postures managériales. Et puis, on peut également prendre l'exemple de la DIES, la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'État, qui, elle, a construit un référentiel interministériel des compétences managériales des cadres de direction de l'État. Donc, on voit aujourd'hui qu'il y a un travail qui est mené au sein de la fonction publique autour de cette dimension managériale. Et finalement, c'est un terme aussi qui est de plus en plus diffusé au sein de l'éducation nationale. C'est par exemple une priorité qui a été portée dans le schéma directeur de la formation des personnels d'encadrement. Cette priorité a été portée par la direction de l'encadrement à laquelle j'appartiens, qui est de renforcer, développer les compétences managériales et de pilotage des cadres. Alors, on a séparé managérial et de pilotage, et je reviendrai un petit peu plus loin là-dessus. Et puis, on a également un plan d'accompagnement managérial qui se déploie depuis maintenant bientôt 2 ans à destination des personnels d'encadrement et des encadrants administratifs. Donc, on a aussi cette dynamique de l'interministériel qu'on retrouve au sein de l'éducation nationale. Pour autant, c'est un terme qui peut porter à débat, à polémique dans l'univers éducation nationale, avec peut-être 2 faux débats que je souhaiterais tout de suite évoquer, écarter. Alors déjà, c'est l'origine du mot management. Certains l'assimilent à un anglicisme et considèrent qu'il n'a du coup pas sa place dans notre fonction publique. Alors c'est un faux débat parce que visiblement c'est plutôt un terme qui vient du latin, manus, la main, et c'est pas management avec man, l'anglais homme, qui a été repris. Donc on peut déjà écarter cette accusation de reprise d'un anglicisme. Et l'autre élément que je souhaitais également évoquer, c'est le fait qu'on assimile souvent le management dans le système éducatif au New Public Management. Cette doctrine qui veut qu'on aille vers une diminution, une réduction des coûts, une optimisation des ressources. Et là-dessus, à mon sens, il y a une confusion, voire un procès d'intention. Et en décrivant un petit peu plus loin ce qu'on rattache finalement au management, j'essaierai de montrer pourquoi le management n'est pas du New Public Management. Alors, si on s'inscrit bien dans cette dynamique interministérielle, si le mot a du sens dans l'éducation nationale, pour autant, il y a un contexte particulier dans l'exercice des missions de nos personnels d'encadrement qui est à prendre en compte par rapport à d'autres environnements. Par exemple, si on prend l'exemple des personnels de direction, le fait est qu'ils n'ont pas nécessairement tout ce qu'on va appeler les leviers managériaux dans leurs fonctions. Ils ne vont pas recruter en grande majorité les personnels avec qui ils travaillent. Ils ne vont pas non plus, en grande partie, les évaluer annuellement, ce qui est plutôt la règle dans la fonction publique. Évidemment, je pense au personnel enseignant pour qui il y a un dispositif le PPCR qui est mis en place. Et puis, il y a également souvent un principe de liberté pédagogique pour les personnels d'enseignement qui est mis en avant. Même si, bien sûr, il faut rappeler que le chef d'établissement est le premier pilote pédagogique de l'EPLE.
Donc on a un contexte d'exercice particulier qu'on pourrait aussi, je ne vais pas le faire ici, mais développer pour les personnels d'inspection, puisque le management va aussi s'exercer finalement dans des conditions spécifiques. Mais en tout cas, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que quand on interroge les académies sur les besoins qui remontent en termes de formation chez les personnels d'encadrement, ce qui remonte énormément, ce sont des besoins relatifs au management. Donc il y a une prise de conscience de la part des personnels d'encadrement qu'il faut se former au management. Alors après, le management, dit comme ça, c'est un terme un petit peu fourre-tout. Finalement, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme-là ? Et c'est là que je vais rentrer un peu plus dans le détail des compétences managériales. Oui, avec votre spectre institution, pour le coup. Exactement. Tout à l'heure, c'est ça. C'est vraiment une vision, une vue de l'institution. Alors qui s'est appuyé sur évidemment aussi des acteurs du terrain. On a, côté direction de l'encadrement, mené un travail il y a 2 ans avec l'IH2EF et des académies pour construire un référentiel de compétences managériales. Alors pas un document qui s'impose, mais plutôt un document qui vienne un peu aider, appuyer les académies dans le recensement des besoins en formation et dans la construction des programmes de formation. Et finalement, au fur et à mesure du travail, on s'est rendu compte que derrière les compétences managériales, on parlait de compétences qui sont tournées vers l'humain, vers l'accompagnement des collaborateurs. Et je vais citer 4 dimensions qu'on a retenues par rapport à ces compétences managériales. C'était animer un collectif de travail, c'est-à-dire faire collaborer les équipes, les responsabiliser, déléguer quand c'est nécessaire, mais aussi intégrer dans son action des démarches de qualité de vie au travail. Deuxième dimension, c'était accompagner le développement professionnel, finalement s'assurer que les collaborateurs soient bien à jour en termes de compétences pour assurer leur mission. Troisième dimension, prévenir les conflits, gérer les situations sensibles. Donc, là, on va retrouver les questions, par exemple, autour du rôle de médiateur que peut jouer un manager dans un conflit entre équipes, la façon aussi dont un encadrant va adapter son mode d'action au contexte. Et on avait également intégré dans ce volet-là la mise en œuvre de pratiques non discriminantes. Dernier élément qu'on avait retenu pour ce référentiel de compétences, c'était l'accompagnement des changements. Qu'est-ce qu'on entend par accompagnement au changement ? Ça va être notamment tout ce qui va avoir trait à la communication, créer l'adhésion autour d'un projet, donner du sens. Parce que là aussi, c'est une spécificité côté éducation nationale qui est importante à mettre en avant, c'est qu'on a des personnes qui rejoignent ce ministère parce qu'ils cherchent aussi du sens dans leur activité au quotidien. Et donc là, le manager a un magnifique levier sur lequel il peut s'appuyer. Pour terminer cette introduction institutionnelle sur le sujet, je souhaitais évoquer 2 éléments complémentaires. Le premier, c'est que j'ai parlé de compétences managériales tournées vers l'humain. On a aussi dans le référentiel intégré des compétences relatives au pilotage. Ça va être notamment en lien avec les politiques publiques, aller réaliser un diagnostic, identifier des indicateurs, construire un projet. On a fait le choix de les mettre à part. Pour autant, il est essentiel que ces compétences de management tournées vers les équipes et de pilotage fonctionnent bien ensemble, parce qu'on ne peut pas manager sans piloter. Alors les équipes sont peut-être contentes, mais elles ne sauront pas où elles vont, ni piloter sans manager, puisqu'on sait où on va, mais on ne va absolument pas créer un effet d'entraînement et d'adhésion. Et dernier élément que je souhaitais évoquer, c'est alors un terme qui commence à émerger de plus en plus, qui est la question du leadership. On parle notamment de leadership pédagogique. Alors, à mon sens, on est finalement un petit peu entre le pilotage et le management, puisque pour avoir ce leadership-là, il faut savoir où on va, donc on va être sur une action de pilotage. Et il faut également créer ce sentiment d'adhésion vis-à-vis du projet. Mais je mettrais comme un bémol, c'est que être un leader n'est pas être un manager. On va être finalement un leader, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui peut faire partie des compétences managériales, mais je ne crois pas que ce soit suffisant pour encadrer les équipes. Bon, ça va être l'objet du débat qui va suivre, en tout cas. Merci, Romain Tory. Je rappelle que vous êtes responsable de la mission de la formation des personnels d'encadrement. Je vais me tourner vers vous. Jérôme Méric, vous êtes professeur des universités à l'IAE de Poitiers, président de la Société française de management. Donc là, on va élargir un peu le spectre. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup des mots de Romain Tory qui vont résonner dans les vôtres. Je vais vous poser une question simple. Qu'est-ce qu'un bon manager ? Alors, avant de répondre à cette question-là, je voudrais rebondir sur des mots de Romain et sur le procès en anglicisme qui est fait au terme de management. Et simplement rappeler que quand vous dites flirter, vous oubliez peut-être que ça vient de compter fleurette. Le management, ça vient ou bien
on n'est pas sûr, du français ménager, et donc on est dans le ménagement, d'accord, ou du verbe italien maneggiare, qui consiste à décrire la manœuvre du manège avec des chevaux. Voilà. Donc on peut se dire que finalement l'origine étymologique du management se trouve là, voyez-vous. Un autre point aussi, en écho à ce que disait Romain, c'est cette idée qu'il n'y a pas de bons managers publics et de bons managers privés, il y a des bons et des mauvais managers. Et que si les méthodes diffèrent entre le public et le privé, et je tiens à dire qu'il faut que les méthodes puissent différer entre le public et le privé, on a suffisamment vu les dégâts du NPM qui voulait transférer les principes du privé dans le public sans démarche réflexive préalable. Eh bien, les qualités d'un bon manager sont à mon sens transposables du public au privé, du privé au public. De ce point de vue-là, il n'y a pas de différence fondamentale. Alors, on a souvent distingué le manager du leader. Une vision qui est héritée de Max Weber, qui distingue la domination rationnelle légale et la domination charismatique. Le leader serait l'incarnation de la domination charismatique, le manager celui de la domination rationnelle légale. Sauf que si on réfléchit dans ces termes-là, on va se dire qu'il y a deux catégories de personnes. Et il y a un prof à Harvard qui a bien dit, qui a bien posé la question, il y a une quarantaine d'années, c'est Abraham Zalesnik, et qui a dit, il y a des managers, il y a des leaders. Les managers sont les figures rationnelles, ce sont ceux qui calculent, qui déduisent et qui décident de leurs calculs et de leurs déductions. Et puis il y a les leaders, ceux qui ont une intuition, une vision, on dirait une vista aujourd'hui, et qui, comme ça, mènent leurs troupes par le charisme qui est le leur. Le problème, c'est que si on définit ces deux catégories-là, on range les personnes dans des cases et on les appelle à adopter des postures. Une posture charismatique, une posture rationnelle, et je pense que les effets sont potentiellement délétères. Pour ma part, je préférerais dire que finalement, on attend du manager qu'il soit rationnel et relationnel. Rationnel en cela qu'il doit fonder ses décisions sur une mise en cohérence. Là, je reviens à Weber. Il y a deux rationalités. La rationalité des moyens et des fins, la rationalité téléologique. Donc un manager doit être capable d'adapter ses moyens à ses fins. Mais il y a aussi la rationalité en valeur. Un manager rationnel en valeur, c'est un manager qui agit en cohérence avec son système de valeurs. Voilà. Et donc, il y a déjà cet aspect de manager rationnel. Mais un manager rationnel, c'est aussi un manager qui sait rationaliser. Alors, on a souvent mis dans la rationalisation une pointe d'hypocrisie, de reconstruction a posteriori des choses. C'est vrai. Mais il y a aussi, dans l'exercice de rationalisation, cette qualité importante de rendre les choses intelligibles, des choses que l'on fait intelligibles aux autres. Il faut savoir rationaliser. C'est pas quelque chose, c'est pas un défaut. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est cet aspect rationnel. Puis, il y a l'aspect relationnel. Un manager, il doit créer des relations, il doit s'insérer dans des réseaux de relations, il doit créer des relations avec les personnes. Et là, vous voyez, je fais le lien avec la recherche. La recherche en management. Un grand chercheur en management qui est à peu près connu de tout le monde, qui est Henry Mintzberg, a fait sa thèse en suivant des dirigeants et en se posant la question de savoir ce qu'ils faisaient au quotidien. Et ce qu'il a mis en évidence, c'est que ces dirigeants passaient leur temps, le plus clair de leur temps, l'essentiel de leur temps, non pas dans leur bureau à fixer la ligne bleue des Vosges et prendre des grandes décisions rationnelles ou intuitives ou quoi que ce soit, mais au contraire, ils étaient en relation, ils étaient dans les couloirs. Voilà. Donc cette dimension très informelle de mise en relation, elle est très importante. Puis la mise en relation, c'est aussi la mise en relation des concepts, des méthodes, des situations, des personnes pour faire sens. Et donc c'est là que
l'on trouve finalement, autant dans l'aspect rationnel que dans l'aspect relationnel, cette capacité des managers à faire sens des situations dans lesquelles ils se trouvent. Peut-être une question sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la notion de leader et de manager. Aujourd'hui, un leader se doit d'être un bon manager. Oui, il ne faudrait pas qu'il soit simplement un leader. Vous savez, la traduction en allemand de leader, c'est Führer. Ouais, bon, on va éviter du coup. Et donc, très bien. Alors, je voyais aussi dans la préparation à cette table ronde, vous avez noté que le manager aujourd'hui doit aussi être conscient de ses limites, c'est-à-dire avoir un certain recul par rapport à soi-même pour être capable de ça. Oui. Les limites, elles sont de deux ordres. Il ne faudrait pas, dans notre imaginaire collectif, que l'on soit critique ou que l'on ait une vision positive de la chose, penser que le management est une fin en soi. Le management n'est pas une fin en soi. Mon collègue et ami Romain Laufer, professeur à HEC, professeur émérite à HEC, a écrit un très bel ouvrage sur Tocqueville au pays du management, dans lequel il explique que la démocratie américaine, au moment où elle a été mise en place, avait besoin d'une administration. À l'époque, on ne parlait pas de management, on parlait d'administration. Il avait besoin d'une administration qui rendait l'exercice de la démocratie, le projet de la démocratie, possible. Mais encore fallait-il donc que cette administration existe, qu'elle se dote de principes et de modes de fonctionnement. Eh bien, voilà, le management est au projet éducatif, au service public, ce que l'administration américaine était à la démocratie et ce que finalement la grammaire au langage, c'est-à-dire une fonction ancillaire, à la fois essentielle, mais qui demeure fondamentalement ancillaire. Et donc, un manager doit avoir conscience du fait qu'il est au service. On peut se former au management, on peut suivre des cours, on peut apprendre, on peut acquérir des connaissances, mais est-ce que tout le monde peut devenir manager ? C'est une très très bonne question. Et j'aurais tendance à vous dire que on peut apprendre à devenir manager, on peut apprendre beaucoup de choses. Et puis, il y a la mise en situation qui ne ment pas. Voilà. On ne peut pas arriver avec une boîte à outils et dire « je suis un manager ». Je ne sais pas, vous iriez intervenir chez des particuliers pour réparer une fuite avec la boîte à outils du plombier. Vous voyez ? Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi les programmes de formation aujourd'hui font en sorte de développer beaucoup ce que l'on appelle les soft skills, hein, c'est-à-dire ces compétences qui vont faciliter l'exercice du management. Mais une fois de plus, voilà, on n'est pas, comme on n'est pas prédestiné à devenir manager, on n'est pas non plus seulement avec des outils capables de devenir manager. Merci Jérôme-Éric. Romain Toury, vous souhaitiez compléter peut-être sur cette notion de tout le monde peut devenir manager ou pas ? Oui, alors très rapidement, il me semble qu'il y a un point très intéressant qu'évoquait Jérôme-Éric, c'était l'aspect relationnel justement dans ce rôle du manager. Et le relationnel, on l'a plus ou moins à la base, donc ça veut dire que je pense, sur le fond, tout le monde peut devenir manager, mais les efforts à faire, peut-être pour certains, vont être plus importants. Et ce qui est aussi essentiel, c'est d'avoir conscience de ces marges de progrès quand on est manager et de savoir ce sur quoi on doit travailler, de vraiment conscientiser ces aspects-là. Vincent Michaud ? Oui, je voulais rebondir sur l'aspect relationnel. Il y a une forme d'exigence relationnelle du manager, mais il y a aussi le postulat de base qu'on soit capable d'avoir ce fameux relationnel. Et puis on en parlera tout à l'heure, mais je crois qu'il y a aussi un apprentissage régulier, récurrent. On apprend tout au long de sa vie. C'est pas parce qu'on est outillé. D'ailleurs, les outils, ils évoluent. Et nous-mêmes, nous évoluons par les feedbacks que nous apportent tous nos collaborateurs. Bon, merci messieurs en tout cas pour ce propos introductif. On va pouvoir passer à nos témoignages de terrain à présent. On va commencer avec vous, Catherine Wavran. Vous êtes chef d'établissement du lycée des métiers Marie-Laurencin à Riom dans l'académie de Clermont. Vous êtes donc chef d'établissement. Chef d'établissement, on peut dire que c'est un manager de terrain. Oui, je crois que Jérôme l'a tout à fait dit, c'est quelqu'un qui est ancré. On est un manager de terrain et d'ailleurs on apprend aussi notre métier sur le tas, pas seulement à travers les formations. Alors bien sûr, on a tout un tas de théories à notre disposition, on peut être outillé, on a des concepts à notre disposition, mais
pour le coup, et ça c'est vraiment important de l'avoir souligné en introduction, on est dans un établissement, c'est notre cadre d'évolution. Et c'est bien à partir de là qu'on doit aussi construire la façon de manager. Donc oui, on ne peut pas arriver en ayant tout cadré, tout décidé. Il y a toute une phase d'appropriation du terrain qui se renouvelle finalement à chacune de nos mutations. Et donc, malgré toutes les théories du management, on découvre quand même assez vite que finalement notre métier relève plutôt de l'artisanat. Et surtout, le mot a été prononcé, je crois, tout à l'heure aussi, se nourrit de valeurs. Donc, bien sûr, nos missions restent tout à fait transversales. Elles ont un cadre institutionnel qui a été rappelé, qui est très posé. On est tous amenés, quel que soit notre terrain, à poser des décisions. On est amené aussi à conduire le changement, à mettre en place un certain nombre de réformes, et on n'en manque pas. Et donc, à devoir aussi, finalement, impliquer les personnes, les motiver pour admettre ce changement. Alors ça reste vrai, quel que soit l'établissement. Et une autre chose qui reste vraie, et je crois qui est une grande caractéristique de notre métier, c'est qu'on intervient sur un système qui est à taille humaine. Quelle que soit la taille de l'établissement, ça reste toujours un système à taille humaine, et donc dont on peut assez facilement appréhender les frontières, les limites, connaître les ressources, les maîtriser, les utiliser en termes de levier. Tout ça a été expliqué tout à l'heure. Alors, il y a quand même une petite caractéristique, et Romain Thaury l'a précisé en introduction. C'est que bien sûr, même si cette structure elle est à taille humaine, on doit articuler notre structure avec les comportements. Et là, il arrive que ça se gâte, parce que la particularité du chef d'établissement, c'est qu'il ne doit manager que des cadres. Et des cadres qui sont aussi et qui sont essentiellement des enseignants. Et on le sait, la particularité des enseignants, c'est d'être très autonomes. Ils le revendiquent. Mais tout en étant aussi des intervenants dans le cadre de prescriptions réglementaires qui sont très définies. Et donc ça, je pense que c'est vraiment une caractéristique du manager de l'éducation nationale qu'il ne faut pas négliger. Alors, ce que vous disiez tout à l'heure sur la notion d'artisanat, vous dites on se forme sur le terrain, on apprend sur le tas. Mais peut-on apprendre sur le tas de la même façon dans différents endroits? J'entends par là, est-ce qu'on peut être un bon manager à un instant T de votre carrière, et la mobilité faisant, devenir un piètre manager? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà constaté, par exemple? Je pense que ça doit être tout à fait possible, surtout pour celui qui ne se poserait pas la question, et qui arriverait précisément avec ce qu'il est, et non pas dans une attitude d'abord d'observateur et de prise en compte du terrain. Parce que même si l'éducation nationale, c'est une expression au singulier, on le sait, en fait, elle se décline d'une manière très plurielle. Et une des premières qualités du manager, en tous les cas du chef d'établissement, est probablement d'être capable de s'adapter, donc de comprendre les besoins du terrain, les besoins des équipes, en lien bien sûr toujours avec nos exigences et nos commandes institutionnelles. Donc en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on on renouvelle l'apprentissage de notre métier à chaque poste quasiment, et le risque serait de ne pas le faire. Alors, je vais vous interroger après sur la notion de comment savoir si je suis un bon manager, qu'est-ce qui me permet moi-même de m'auto-évaluer. Mais avant ça, je vais donner la parole à Vincent Michaud, vous êtes directeur territorial Canopé Nouvelle-Aquitaine. Peut-être d'abord rappeler les missions de l'opérateur réseau Canopé, et puis ensuite nous parler, vous, de vos problématiques identifiées au sein de l'établissement. Oui, alors contrairement à Catherine, c'est encore différent pour moi, parce que je suis dans un management d'un collectif hybride. D'accord, 15 services qui sont donc sur toute la Nouvelle-Aquitaine, 14 sites immobiliers, donc 15 services. Donc déjà, les préoccupations ne sont pas tout à fait les mêmes, mais il ne demeure pas moins qu'il y a quelques valeurs qu'on doit partager en tant que manager. Et si vous voulez, la mission de l'opérateur de Canopé, elle a fait un virage à 180 degrés. On est passé, je vais être très court, d'une vaste médiathèque pédagogique à un opérateur de formation. Donc il a fallu aussi conduire le changement. Enfin, en tout cas, on essaie de le conduire, et on tente de le conduire depuis maintenant, depuis 3 ans. Et le ministre a conforté les missions en tant qu'opérateur de formation.
Et effectivement, la posture managériale, elle a essentiellement évolué à la fois pour la direction territoriale, mais aussi pour les managers de proximité qui ont la charge, j'allais dire, d'un atelier canopé départemental. Et à ce titre-là, effectivement, le changement, il est très important pour eux, puisqu'ils doivent tous faire évoluer leurs collaborateurs vers la formation en tant que formateurs, avec des gens qui sont certains diplômés en matière de formation, CAFI, PEMF et CAFA pour ceux qui connaissent, et d'autres un peu moins. Donc cette notion de management en collectif hybride, elle a quelques préoccupations. C'est comment assurer le lien avec l'ensemble des collègues, comment faire preuve de bienveillance, d'empathie, mais aussi d'avoir une forme de culture du résultat sur l'ensemble du territoire, ce qui n'est pas simple. Éviter l'invisibilité, parce que dans ce management hybride, il y a effectivement du télétravail et aussi du management à distance. Donc ça, c'est un vrai défi, un vrai enjeu. Et donc, on essaye d'outiller. Et je reprends les propos de Catherine sur la notion d'artisanat. Moi, j'aime bien la notion de bricolage aussi, mais un bricolage au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'on évolue dans ces pratiques en fonction des réponses que nos managers nous donnent, qui sont à la fois des signaux forts ou des signaux faibles, et qui sont liés aux liens qu'on essaye de garder de manière au moins hebdomadaire et si possible plusieurs fois dans la semaine. Alors là, on est loin de la taille humaine évoquée tout à l'heure avec Catherine ou avant. Justement, comment on associe cette notion de bricolage avec cette hyperstructure sur 15 sites, 14 sites, vous avez dit, immobiliers? Alors là, on est déjà, qu'on soit extrêmement clair pour tout le monde, ouais. Je ne suis absolument pas là pour donner des leçons, quelque chose de modélisant, mais donner des pistes de travail. C'est par exemple ce que j'appelle des guichets, c'est-à-dire sur des thématiques bien ciblées, telles que les recettes commerciales, parce qu'il y a un vrai enjeu de recettes commerciales à Réseau Canopé, eh bien on fait ce qu'on appelle des guichets, ou alors on a des temps individualisés, ce qu'on appelle nous des points flash. On a aussi des temps collectifs, qui soient en présentiel ou à distance, qui nous permettent de garder le lien et d'objectiver à la fois les problématiques, mais aussi de tenir compte de résultats ou d'attentes de résultats. Et ce qui est le plus important dans cet écosystème, c'est de donner totalement confiance à nos managers dans le cadre qui a été défini à l'avance. Et ce cadre, il est très important et il se définit collectivement, j'allais dire. Et ce n'est pas en position de sachant qu'on va réussir, mais c'est plutôt dans la dynamique relationnelle qu'on entretient avec les personnes et dans ce qu'on veut créer avec elles qu'on va réussir à obtenir les résultats qu'on souhaite. Les sources d'inspiration pour vos techniques de management, vous les puisez où? Alors, déjà, l'expérimentation, ensuite la lecture, on a parlé d'un certain nombre de collègues, et puis surtout de se confronter à différentes problématiques. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai pris des notes tout à l'heure pour mes collègues qui m'enrichissent, c'est-à-dire que j'apprends chaque jour moi-même, et je me nourris à la fois de lecture, mais aussi des expériences réussies de collègues, non pas forcément transposables, mais en tout cas qui nous permettent d'avancer. Exemple typique, par exemple, les points flash qu'on a mis en place, en échangeant avec l'ensemble des directeurs territoriaux, ils ont des vertus, mais ils ont aussi leurs limites. Parce qu'à chaque fois qu'on veut creuser quelque chose, le point flash, du coup, il n'a plus sens. Ce point flash, c'est 30 minutes à 45 minutes, si vous voulez, qui est relativement régulier, avec l'ensemble des managers à des moments individualisés, mais là aussi, ces effets pervers, à savoir qu'on ne peut pas creuser quand il y a un problème ou une problématique à évoquer. D'où des temps à composer à côté, et je me nourris de l'ensemble de mes collaborateurs autres que de la direction territoriale pour nourrir l'ensemble des dispositifs que j'ai mis en place et des outils. Romain Tory, il y a une notion de transférabilité qui est assez importante dans ce sujet-là. Alors de transférabilité... C'est-à-dire, comme le disait Vincent Michaud, il y a des choses qui marchent à certains endroits qui ne marchent pas à d'autres. Oui, tout à fait. Donc dans l'éducation nationale, c'est vrai qu'on a l'habitude de pouvoir transférer certaines formations, certaines compétences d'un établissement à l'autre. Là, la notion de transférabilité, elle est plutôt floue, si je puis dire. Alors oui, d'où l'importance de contextualiser finalement la façon dont on manage, de s'adapter à son environnement. Et puis ça a été souligné par Catherine Legrand tout à l'heure. En fonction des contextes, on peut être un bon manager dans un endroit et puis il faut s'adapter à un autre endroit. On va être confronté à des choses assez différentes. Pour autant, il me semble que par rapport aux compétences visées, il y a un geste professionnel qu'on va retrouver quel que soit l'environnement, c'est-à-dire savoir animer une équipe en ayant des points réguliers, des points flash par exemple, être attentif aussi au retour des collaborateurs, quel que soit l'environnement, ça a son importance. Donc c'est là qu'il faut qu'on arrive à trouver un juste équilibre entre contextualiser les choses au sein de l'éducation nationale et puis aussi s'appuyer sur des éléments qui sont valables quels que soient les environnements. Mais du coup, alors j'en profite pour rebondir par rapport à la question qui a été aussi posée tout à l'heure de est-ce qu'on peut se former au management ? Parce que c'est effectivement un élément clé qui ressort. Moi, il me semble qu'on peut se former au management, évidemment,
mais alors à différents moments de sa carrière, hein, bien sûr, quand on devient encadrant, mais après, derrière, en continu, puisqu'il faut en permanence se réinterroger par rapport à ses pratiques. Je ne pense pas qu'on puisse se déclarer bon manager une fois pour toutes. Malheureusement, parfois, il y a des gens qui font ça, qui considèrent que voilà, ils savent tout, ils savent comment faire. Sauf que on va changer de position. Par exemple, on peut être amené, alors on peut encadrer des cadres, mais aussi on peut encadrer des encadrants, des personnes qui encadrent elles-mêmes des équipes. Là, la position, elle doit complètement évoluer, donc il faut revoir la façon de faire et on peut avoir des formations spécifiques sur le sujet. Après, au-delà de la formation qui permet de développer des compétences managériales, il me semble qu'il y a un élément qui est intéressant aussi, c'est de s'appuyer sur des dispositifs complémentaires à la formation. On a de plus en plus maintenant d'exemples de cadres qui ont recours au coaching professionnel, et avoir le regard finalement d'un professionnel sur ses pratiques, qui va aussi amener à du questionnement, puisque le coach, il ne va jamais apporter des solutions, mais il va porter ces questionnements qui vont trouver un écho chez l'encadrant qui souhaite progresser pour qu'il puisse évoluer dans ses pratiques. On a aussi beaucoup d'encadrants qui sont dans des situations où ils évoluent finalement de façon assez solitaire dans leur fonction. Donc pour savoir s'ils sont des bons managers, ils peuvent s'appuyer peut-être sur les retours de leurs équipes, mais ça peut être aussi intéressant d'échanger avec des pairs. Et là, on a une méthode très intéressante qui commence à prendre de l'ampleur dans l'éducation nationale. C'est la méthode du co-développement, donc une méthode d'échange structuré entre pairs pour poser une problématique et trouver des réponses en échangeant avec les autres à travers leur questionnement. Voilà différentes façons de progresser dans ces pratiques managériales. Alors on est sur un format de débat, donc Vincent Michaud, puis Jérôme Méric, vous m'avez demandé tout la parole. Vincent Michaud peut-être. Oui, moi je voulais rebondir sur les propos de Romain là, sur l'idée de la supervision. Ça me semble une voie prometteuse d'avoir quelqu'un à l'extérieur. On est quand même dans une situation de management où on est parfois en difficulté. Donc on a plusieurs pistes de travail, mais l'idée me séduit beaucoup de la supervision, c'est-à-dire un regard extérieur à l'entité qui puisse nous donner quelques grands principes par rapport à ce qu'il a pu percevoir de notre propre management. Et le deuxième sujet que Romain a évoqué, c'est ce qu'on a mis en place, et encore une fois, pas du tout modélisant, ce que j'appelle le café des directeurs, où on lâche un peu autour de nos problématiques et chacun va amener son expérience réussie ou ratée, parce qu'il faut bien dire qu'on échoue parfois, mais on apprend surtout. On n'échoue pas, on apprend. Et en fait, si vous voulez, je trouve que ces deux dispositifs peuvent permettre de rompre un petit peu l'isolement dans la prise de décision, notamment. Et ça te permet d'éclairer un peu plus notre pilotage et notre management. Voilà. Jérôme Méric. En complément de ce que disaient Romain et Vincent, il me semble essentiel de pouvoir ménager ces moments d'échange entre pairs. Alors, que ce soit le café des directeurs, mais oui, mais il a le mérite d'essayer de remplacer l'effet machine à café. Donc c'est vraiment très intéressant. Et puis cette idée de co-développement qui est vraiment essentielle, ça me rappelle le moment où nous avons travaillé à la conception avec la direction de l'IH2EF du plan d'accompagnement managérial, où finalement nous avions une commande qui nous était passée et il nous a semblé essentiel de ne pas tomber dans le travers du how to, on dit en anglais, c'est-à-dire du comment faire, de la boîte à outils et de ne livrer que de la boîte à outils. Nous, ce que nous avons essayé de faire, c'est de mettre en place un dispositif qui favorise la réflexivité individuelle et aussi la réflexivité en équipe. C'est la raison pour laquelle on a mis en place, dès le volet 2 du plan d'accompagnement managérial, des Living Labs, où un collectif de directeurs de service ou de directeurs d'établissement va s'emparer d'une problématique et va essayer de faire émerger des solutions à cette problématique-là sans essayer de recourir à une recette toute faite ou à l'avis d'un cabinet de conseil. Quatrième mot avant justement sur la question de l'échange avec les pairs. Est-ce que vous avez l'occasion justement d'échanger avec d'autres chefs d'établissement sur la façon de manager aussi ? Est-ce que c'est des temps qui sont consacrés à l'échange ?
En tous les cas, ce ne sont pas des temps vraiment institutionnalisés, puisqu'on est globalement assez isolé. Je le disais, c'est le revers de la médaille. L'établissement a une taille humaine qui est gérable. Le revers de la médaille, c'est que c'est un système qui est un peu replié sur lui-même, ou en tous les cas, c'est une tendance contre laquelle il faut lutter chaque jour. En revanche, ce plan d'accompagnement managérial a offert des espaces à tous les niveaux, puisqu'il s'est déployé en académie sur le niveau 2, puis au niveau national sur le niveau 3. Et pour avoir eu la chance d'encadrer à la fois des groupes sur le niveau 2 et sur le niveau 3, j'ai constaté qu'effectivement, la plupart des retours positifs des collègues impliqués dans ces dispositifs étaient bien ces temps d'échange entre pairs qui permettent de prendre du recul, de dédramatiser et d'avoir des apports différents. Et donc, oui, ça permet de rompre l'isolement bien connu du chef d'établissement. Et donc, c'est vraiment une piste à creuser et à réfléchir parce qu'elle est très pertinente. Vincent Michaud, je vous ai vu réagir. Oui, le côté relativisé, la bouffée d'oxygène aussi, de pouvoir partager les problématiques et avoir, ce qui n'empêche pas la réflexivité et de dégager des pistes de travail. Et ça, effectivement, ça me semble indispensable. Nous, on le vit très clairement comme une bouffée d'oxygène par rapport à tout ce qu'on peut vivre au quotidien. Et du coup, ça nous amène aussi à se dire, on n'est pas les seuls dans ces problématiques, abordons-les et voyons comment on peut les traiter. Alors évidemment, tout n'est pas transférable pour reprendre les propos, mais en tout cas, ça nous amène à réfléchir différemment. Je reviens sur la question que je vous ai posée tout à l'heure, mais qui est un petit peu passée à l'as parce qu'on a poursuivi le débat. Catherine Moivran, comment savoir si on est un bon manager, selon vous? Alors, c'est une question qu'on est tous amenés à se poser à un moment ou à un autre. Et on l'a dit, il n'y a pas un profil idéal, un profil type, si ce n'est celui qui répond aux besoins de la situation, de l'établissement et des équipes. Alors, évidemment, quand on a dit ça, c'est une façon de se dédouaner. Et Romain Tory l'avait dit, on peut quand même dégager des invariants d'un poste à l'autre. Alors, les invariants, ils vont tourner essentiellement autour de la posture de facilitateur. Ils vont tourner autour du fait qu'il faut accepter soi-même d'apprendre des choses des autres, et ça a effectivement été dit par Vincent tout à l'heure, et puis aussi de se mettre en position d'apprendre des choses aux autres. La réciproque doit être vraie, mais il faut que ce soit équilibré. Alors tout ça, on peut l'étiqueter sous la forme du manager de l'apprenance, devenir un manager de l'apprenance. Ensuite, bien sûr, un bon manager, c'est probablement quelqu'un qui suscite et qui pratique. Là aussi, et c'est important de voir la réciprocité, la confiance et le respect. C'est quelqu'un qui va chercher à valoriser ses équipes. C'est quelqu'un qui va pousser les autres à s'engager. Ça a été évoqué en introduction pour mettre en place le changement. Donc, c'est quelqu'un qui a la qualité de la mise en mouvement des autres. Et donc, qui va réellement avoir une approche du manager, de la collaboration, et quelque chose qui est très très proche et qui est indispensable et qui est complémentaire, celui de la communication, l'un n'allant pas sans l'autre. Et puis, et ça a été aussi évoqué, c'est quelqu'un qui va forcément être sur la stratégie et donc qui va donner du sens et évidemment dans tous les sens du terme, bien sûr celui de la direction, ça en fait partie, mais du sens des valeurs, du sens de ce qui nous rapproche. Donc là, on est sur la stratégie. Et pour mettre en œuvre la stratégie, ça sera, je pense, mon dernier point, il faut bien sûr qu'on passe pour quelqu'un de fiable, d'efficace. Les équipes ont besoin d'être rassurées, d'être accompagnées, d'être sécurisées en fait, par notre posture. Et donc, il faut qu'on soit fiable, efficace. Et pour notre institution, il faut aussi qu'on soit efficient. N'ayons pas peur de le dire. Donc le bon manager, c'est quoi? C'est celui
celui qui fait une de ces choses ou il y a le super manager qui fait l'ensemble des choses? Je pense à un équilibre. Il y a une formule assez célèbre, hein, les 4 C du manager, la clarté, la cohérence, la confiance, la considération. Voilà, ça peut être en tous les cas quelque chose qui nous permet de garder le cap en puisant dans chacune de ces ressources. Jérôme Méry, puis Vincent Michaud. Catherine dit des choses essentielles sur l'apprenance. Je voudrais juste apporter un complément par rapport à ça. L'apprenance, on peut l'apprendre à 2 échelles. La première, c'est déjà se mettre dans une posture qui est celle d'apprendre, d'accepter d'apprendre, même quand on arrive à un bout de carrière, être prêt à apprendre. Et le deuxième aspect, c'est cette capacité à savoir remettre en cause sa manière de faire et ne pas essayer de faire tout le temps mieux de la même chose. Argyris et Schoen on décrit les processus d'apprentissage en parlant d'apprentissage à simple boucle et d'apprentissage à double boucle. L'apprentissage à simple boucle, c'est l'apprentissage cybernétique, classique, où finalement vous avez des objectifs, vous mettez en œuvre des moyens pour atteindre ces objectifs, et si vous n'avez pas encore atteint ces objectifs, vous mettez un petit peu plus de moyens. On peut penser que beaucoup de personnes, même très haut placées chez nous, raisonnent ainsi, c'est-à-dire raisonnent sur l'articulation. Je mets plus de ressources à un endroit parce que c'est ma priorité, j'en mets moins ailleurs, et donc je déshabille Paul pour habiller Jacques, vous voyez, et tous les problèmes que ça peut poser de ce point de vue-là. Mais on peut aussi essayer d'avoir une vision de la stratégie un petit peu plus élaborée que celle que nous proposerait un plateau de risque. Vous voyez le jeu, hein, c'est-à-dire je mets mes troupes là où je veux conquérir, hein, et je m'en tiens là. C'est celle qui consiste à remettre en cause sa théorie d'usage, essayer de repenser les choses et de renouveler complètement finalement le point de vue et les pratiques, et les bonnes pratiques dont parlait Catherine, hein, ces bonnes pratiques que l'on échange. Ça me fait penser à une époque où c'était la fin des années 80, début des années 90, où les compagnies aériennes étaient particulièrement en difficulté, parce que, surtout les grandes compagnies aériennes nationales, parce qu'elles subissaient la concurrence de tout ce qui était charter, etc. Il y avait une dérégulation du secteur à ce moment-là, et la plupart des compagnies ont essayé de résoudre le problème en réduisant les ressources, justement, en faisant des économies sur les prestations à bord, etc., etc. Ce faisant, elles ont économisé, mais elles ont créé de l'insatisfaction. Et elles ont jeté leurs clients dans les bras de la concurrence. Une seule compagnie a réussi à contourner ça, parce qu'elle ne s'est pas dit « j'alloue mes ressources, je vais les allouer différemment ». Non. Ils ont examiné le processus dans son ensemble et se sont rendus compte qu'en fait, ce qui faisait perdre énormément d'argent à la compagnie, c'était le temps que passaient les appareils au sol, et notamment les temps d'embarquement et de débarquement. Ils ont optimisé ces temps d'embarquement et de débarquement. Et en faisant des économies sur les heures de vol, en fait, ils ont pu non seulement créer de la satisfaction chez le client, qui n'avait pas à attendre un embarquement qui n'en finit pas, mais en plus, ils ont réussi à redresser la barre. Voilà. C'est une compagnie qui a fait ça, c'était la British Airways. Très bon exemple. Merci beaucoup. Vincent Michaud. Oui, je voulais reprendre quelques notions évoquées par Catherine sur la notion du manager, aussi complétée avec la notion d'engagement, de valeur d'exemplarité. On ne peut pas attendre de nos collaborateurs qu'ils soient engagés si nous-mêmes, on n'a pas ces valeurs d'exemplarité, et de donner une ligne de conduite et d'avoir cette cohérence jusqu'au bout, quitte à se tromper, à reconnaître son erreur par la suite. Mais je crois que particulièrement ce que je vis au quotidien dans la conduite du changement, dans la projection, dans un contrat de performance entre l'opérateur et l'État, ça me semble très important d'avoir cette cohérence, cette valeur d'exemplarité, et de démontrer quelque part, excusez-moi la métaphore, qu'on mouille aussi le maillot autant qu'eux pour arriver. Et que ce n'est pas en déléguant, en disant tu vas faire qu'on va y arriver, mais c'est en les accompagnant
Et du coup, cette valeur d'exemplarité, alors, est-ce que ça fait du directeur territorial à bon manager? Je ne sais pas, mais en tout cas, parce qu'il y a quand même des difficultés majeures. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous mettez en place des dispositifs qu'ils fonctionnent pour tous et toutes. Donc, effectivement, on individualise. La principale difficulté, indépendamment de l'exemplarité qu'on doit avoir, c'est la question du sens pour l'ensemble des collaborateurs qui ont pu vivre d'autres périodes au sein de l'opérateur et qui, donc, là, dans une époque charnière que tout le monde connaît, cette époque où, évidemment, on a orienté l'opérateur vers la formation avec des conséquences en matière RH, évidemment, pour les collaborateurs de nos managers de proximité. Et donc, l'une des difficultés aussi, en tout cas la mienne par rapport à Catherine, je ne sais pas si elle a les mêmes problématiques, c'est la question de l'implicite et de l'explicite aussi. Et la difficulté du management en collectif hybride, c'est la question de l'implicite. Jérôme on parlait tout à l'heure du café, de la machine à café, de l'informel. C'est la plus grande complexité, je trouve, dans le manager. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a quand même une tendance lourde qui va s'affirmer dans les prochaines années. C'est la question du télétravail, du management hybride. Et le sens de l'histoire, y compris dans les métiers support, je pense à Catherine, tous les métiers de l'administratif et du financier dans son établissement scolaire, on peut imaginer que dans quelques années, elle soit aussi confrontée à ce management hybride. D'où cette question pas si simple de l'informel, de l'explicite et de l'implicite. Bien, merci beaucoup. Je vois que le temps passe, on approche de la fin de l'émission. Je rappelle que vous pouvez réagir sur la plateforme X, avec le hashtag Opériscope. Une dernière question, un dernier sujet qu'on n'a pas abordé peut-être, parce qu'on est depuis tout à l'heure sur des notions que certains pourront qualifier de subjectives. Voilà, comment juge-t-on d'un bon manager? On parle beaucoup dans le domaine privé actuellement de KPI, de Key Performance Indicators, qui sont en gros des indicateurs clés de performance qui permettent de mesurer par des données tangibles. Est-ce que c'est une lubie de se dire que demain dans l'éducation nationale, on va mettre ces indicateurs clés en place pour mesurer la performance des managers? Je vous laisse débattre du sujet, peut-être Jérôme Méric en premier. Alors, les indicateurs. Les indicateurs sont un outil formidable pour peu qu'on sache s'en servir. Vous ne vous verriez pas conduire le nez dans votre compteur de vitesse. Il faut que vous regardiez de temps en temps par le pare-brise. Bon, ça peut être utile. Et dans le rétroviseur aussi, d'ailleurs, parfois. Donc, je pense que de ce point de vue-là, les indicateurs doivent faire l'objet d'un usage très, très modéré, très, très calculé, très, très réflexif. En tous les cas, ils ne seront jamais un remplaçant de l'expérience de terrain, de la visite sur site, de la visite dans les services, de la conversation en coin de table ou au milieu d'un couloir ou à la machine à café. Ils sont là juste pour nous donner des indicateurs, des indices de position. Voilà. Et j'insiste particulièrement là-dessus. Alors, il y a des indicateurs qui peuvent apporter beaucoup, notamment pour comprendre des éléments contextuels. On parle beaucoup aujourd'hui de l'IPS, par exemple. Voilà, qui ont apporté beaucoup à la réflexion, à la discussion. Hein. Mais il ne faut pas en faire un alpha et un oméga. Loin de là. Et le discours prégnant aujourd'hui de la culture de l'indicateur a plutôt tendance à m'inquiéter. Catherine Mavran, Romain Toré, puis Vincent Michaud, comme ça on aura fini le tour de table. Le problème de l'indicateur, c'est qu'en fait, une fois qu'on se l'est approprié, on en oublie souvent la définition et on oublie d'aller revérifier si cette définition, elle est toujours cohérente avec ce qu'on veut vérifier, s'il n'y a pas des biais qui sont apparus. On ne re-questionne plus cet indicateur. Et ça, c'est un vrai danger. Et donc, je souscris complètement à l'idée qu'il faut rester en proximité avec le terrain, avec des choses qui sont des constats plus que des indicateurs. Romain Toré. Alors les indicateurs, ils sont effectivement indispensables. Après, il faut en faire un bon usage. Alors, indispensable parce que ça permet quand même d'objectiver un certain nombre de constats et derrière d'élaborer aussi un diagnostic et de donner du sens si on rejoint la question des compétences managériales. Pour autant, comme le disaient Jérôme et Catherine, il faut faire assez attention à la façon dont on les appréhende, savoir comment ils sont calculés. Savoir également ce sur quoi on peut agir ou non, parce qu'il y a des indicateurs qu'on peut prendre, mais finalement, je sais pas, un chef d'établissement n'aura pas complètement la main ou qu'une part limitée dans son action sur le résultat de l'indicateur. Donc c'est important aussi de regarder ce qui peut relever l'indicateur plutôt de court terme dans leur évolution ou de long terme. Enfin voilà, c'est
encore une fois, un élément vraiment essentiel, parce qu'il faut faire le lien avec les politiques publiques, mais qui ne peuvent pas être pris de façon complètement brute. Et qui sont aussi un enjeu de communication, pour le coup, avec les équipes, et d'appropriation par les équipes. Vincent Michaud, sur ce sujet? Je vais finir par où j'ai commencé, à savoir que le bricolage. Pourquoi le bricolage? Parce que ce sont des outils, les indicateurs, ni plus ni moins que des outils qu'on se sert en tant qu'éléments factuels qui nous permettent d'avancer et d'objectiver justement une problématique autour, alors nous, en ce qui nous concerne, des indicateurs de formation, de type de session déployée, d'indicateurs à la fois individuels et collectifs dans un atelier canopé. Et ça nous permet de discuter et d'échanger, d'avoir une réflexion sur ce qu'on a produit, sur ce qu'on va tendre, mais en tout cas, ce n'est pas dogmatique et ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de faire évoluer le projet stratégique de la direction territoriale et des ateliers canopés. Je termine sur une question un peu abstraite. À quoi ressemblera le manager de l'éducation nationale dans 20 ans? Si quelqu'un a un portrait robot à me donner. Alors, Canopé est particulièrement impliqué dans l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, au même titre, l'intelligence artificielle ne se substituera jamais au manager. Ça, c'est la première chose. Par contre, encore une fois, c'est un outil. Parce que je ne sais pas si la question allait dans ce sens. Si, bien sûr. Voilà. Et donc, je n'ai aucun problème à dire que le manager existera toujours, mais qu'il se servira de l'IA comme un outil indispensable pour gagner du temps, pour travailler sur d'autres problématiques sur lesquelles il n'a actuellement pas assez de temps, et que ce soit chez l'établissement, directeur de service ou d'atelier canopé. Merci. Oui, alors, il me semble qu'il y a un élément important qu'on a évoqué tout au long de la table ronde, c'est le fait qu'on soit tourné vers le relationnel, vers l'humain. Et ça, pour le coup, il n'y a jamais rien qui remplacera ça. Il y a un ancien ministre qui disait que le ministère de l'Éducation nationale était le ministère de l'humain. Je pense qu'on sera toujours dans cette situation dans 20 ans. Jérôme Méric, au-delà de l'éducation nationale aussi, j'imagine? Oui, il se trouve que la Société française de management va organiser son séminaire d'hiver l'année prochaine sur l'intelligence artificielle. Voilà, en essayant de sortir une fois de plus des recettes et de comment on utilise ce genre de choses, de sortir aussi d'une prospective parfois douteuse. J'ai lu des horreurs à ce sujet-là. Des choses du genre, on peut remplacer tout le monde sauf les grands managers. J'ai quand même lu ça dans un ouvrage édité à Oxford ou Cambridge, je ne sais plus, l'année dernière. Donc il faut quand même arriver à s'abstraire de ça. Et je me dis que finalement, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va travailler sur l'acceptabilité sociale de l'intelligence artificielle pour voir ce qu'elle pourra devenir et comment elle peut s'insérer dans la société aujourd'hui. On travaillera sur l'acceptabilité sociale. Bien, merci beaucoup à tous les quatre. En tout cas, merci Vincent Michaud d'avoir été avec nous. Merci Jérôme Méric, merci Catherine Wavran et merci Romain Tory. Merci à tous. Merci aussi à vous derrière votre écran. Vous pouvez réagir sur la plateforme X avec le hashtag #Opériscope. Je vous donne rendez-vous pour ma part le 12 juin prochain pour une nouvelle émission consacrée au dialogue social. D'ici là, vous pouvez retrouver cette émission en replay sur le site de l'IH2F et sur la plateforme YouTube. Belle journée à tous.